Bien, me revoici avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je tenais à vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise et que vous allez pouvoir voir dans les vidéos, hein, que vous voyez ici présent en majorité. Et puis aussi vous parler un petit peu de quelques petites choses autour de ce jeu, hein, Horror Arkham, le jeu de cartes, hein. Euh, voilà, c'était pour ça. Donc, ben, au niveau des choses que je voulais dire sur le jeu, dans ma vidéo de présentation, je parlais de l'enrichissement au fil des extensions, au fil du temps, des extensions qui sortent, beaucoup de cartes qui se rajoutent, des règles du coup qui se rajoutent aussi, donc ça fait ça enrichit le jeu certes, mais effectivement on peut considérer que ça l'alourdit un petit peu, il y a beaucoup plus de choses à connaître, à savoir. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est peut-être parfois préférable de commencer, c'est normal par le jeu de base, ça c'est une évidence, mais disons qu'après peut-être suivre un cursus un petit peu identique aux sorties qui ont pu avoir lieu, ne serait-ce que pour pas avoir des règles parfois qui sont un petit peu trop compliquées, encore que. Bon, c'est mon avis, mais bon, je sais que d'autres sont plutôt du genre à aller vers parfois quand je parle de campagnes, ce sont des sorties, c'est des campagnes avec plusieurs packs, donc du coup, ben, vous avez l'héritage de Dunwich qui est la première, donc j'aurais tendance à dire aux gens, si une fois que vous avez euh, enfin, pressurer la campagne de base, rien ne vous empêche d'aller vers une autre campagne si le jeu vous intéresse. Et donc, la campagne Héritage de Dunwich me semble plutôt appropriée, parce que, bon, ben voilà, elle n'introduit pas trop de nouveaux concepts. Et donc, du coup, ben, c'est un apprentissage petit à petit. Ça peut être, disons, plus logique que parfois plonger trop profond dans des règles qui peuvent être justement très riches. Parce que effectivement, le problème de ce jeu, le problème oui, on peut considérer que c'est un problème, mais c'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est que il va y avoir énormément de règles. Euh, Pas compliquées à comprendre, mais beaucoup de règles, parce qu'il va y avoir les règles de base sur le livret de règles, mais après toutes les cartes vont comporter en quelque sorte des règles. Donc, et du coup, parfois certaines restent en jeu, notamment les lieux qu'on a dans les scénarios, ou les intrigues et l'acte qui constituent l'avancée du scénario, mais il y a aussi les cartes des investigateurs qui vont venir se positionner dans son espace de jeu. Et tout ceci, toutes ces cartes ont des petites règles qui leur sont propres parfois, qui sont liées bien sûr souvent aux règles générales, mais du coup, ben, à un instant T, il faut essayer d'avoir en tête à peu près tout ce qui se trouve sur le plateau de jeu, et c'est parfois assez difficile, et du coup, on en vient à faire des oublis, et certaines diront des misplays, moi je préfère dire des erreurs de jeu, quoi. Enfin, bon, parce que voilà, on aime bien les termes anglais, mais quand même. Et donc voilà, quel est peut-être l'écueil du jeu. Donc ça, le nombre assez considérable de petites règles qui viennent se rajouter. Et donc par rapport à ça, en ayant vu des vidéos de joueurs anglais ou français, peu importe, ils ont un peu parfois le même schéma de pensée. C'est que je me suis amusé, me suis rendu compte en fait que ces joueurs-là ont tendance à avoir un côté un peu maso, je trouve. Pour certains, peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour certains. C'est marrant, comme quoi, et je dis ça à travers ce jeu-là, mais à travers tous les jeux que j'ai pu voir présenter en vidéo, bien sûr, hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, ma théorie du joueur un peu masochiste, c'est que ben, lorsqu'il fait une erreur de jeu, eh bien, si c'est à son avantage, il va avoir tendance à la corriger lorsqu'il s'en aperçoit un peu plus tard. Bien sûr, dans la mesure où il peut la corriger, hein, tout est bien évidemment.
mais il va avoir tendance à la corriger. Par contre, si c'est une erreur qu'il a fait qui est à son désavantage, eh bien là, par contre, oh, ben, tant pis pour toi, c'est ta faute, t'avais qu'à être attentif, bien fait pour toi. Eh ben, je trouve que c'est quand même, déjà le jeu est assez, enfin en tout cas pour celui-là, est assez difficile. La plupart du temps, voilà, quoi, les jeux sont assez difficiles sur les coopératifs. Logiquement, il doit y avoir un certain petit challenge, donc du coup, les règles, l'intelligence artificielle des règles est censée être un peu costaud, et c'est le cas pour celui-ci quand même. La difficulté est présente. Donc, ben, quand on se trompe, ok. Moi, je trouve personnellement que si on peut revenir en arrière, ben, tant mieux, on essaye de revenir en arrière, mais que ce soit à son avantage ou à son désavantage. Il faut équilibrer, il faut être juste dans tous les sens, pour moi. Après, si c'est trop loin, si c'est trop compliqué de revenir en arrière, bien évidemment, ben, tant pis que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avantage ou désavantage, ben, on laisse tomber, et puis on continue comme ça, hein. Ce sont des choses qui arrivent, et c'est des choses, j'ai envie de dire, qui sont quasi inévitables. Mais, c'est là où j'en viens au conseil que j'avais éventuellement pour vous, c'est quelque chose que moi j'essaye, en tout cas, de faire et de m'y tenir, c'est d'être méthodique et discipliné. C'est-à-dire qu'en fait, là ici vous avez la carte de déroulement d'un round, avec ici vous avez toutes les actions, mais bon, le déroulement du round, et bien j'essaye de le tenir point par point, pas à pas, même si je pourrais dire à un moment donné, ben, cette phase, j'ai pas besoin de la faire parce que pour telle et telle raison, voilà, il n'y a pas de raison de la faire. Par exemple, la phase d'ennemi, s'il n'y a pas d'ennemi, pourquoi faire la phase d'ennemi puisqu'il n'y a pas d'ennemi? Mais alors, moi, mon truc, c'est de dire, oui, il y en a pas, on va pas la faire la phase, mais on l'évoque. On l'évoque pour pas l'oublier, parce que voilà, pour dire elle est là et pour la garder en mémoire. Et puis qui sait, peut-être que on croyait qu'il n'y en avait pas d'ennemis, puis d'un coup, on a peut-être pas le regard qui est bien concentré sur l'espace de jeu, et en fait, on en a oublié un qui est un petit peu coincé derrière une carte ou je ne sais pas. Et du coup, ben, en se forçant à faire cette phase, et donc du coup à regarder s'il y a des ennemis, eh ben, on va peut-être s'apercevoir qu'il est là. Et du coup, alors que si on l'avait passé parce qu'on on avait l'impression qu'il n'avait pas, eh ben, on l'aurait pas vu. Enfin bon, voilà comment moi j'essaye de procéder, même si après des semaines et des mois de jeu, je devrais connaître, je connais, je pense par cœur le déroulement des étapes et du jeu. Eh bien, essayer de les répéter à haute voix ou régulièrement pour, euh, pour essayer de ne pas les oublier justement et de ne pas amener des erreurs voilà, qui pourraient être préjudiciables au reste de la partie. Et autre chose qui en découle, c'est surtout, faites bien attention. Vous voyez, il y a des textes hein, sur les cartes. Lisez bien les cartes. Prenez le temps de les lire parce que les mots sont importants. Euh, Bien évidemment, les mots sont importants dans tous les jeux, mais dans ce jeu-là, les tournures de phrases, les mots sont très importants. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on lit. Et parfois, si on lit trop vite, si on est en train de lire, mais qu'on est déjà en train de penser à autre chose, peut-être au coup suivant, ou à ce qu'on va faire, ou enfin bref, à toute autre chose, et qu'on n'est pas à sa lecture et qu'on n'est pas concentré, ben on risque d'interpréter mal la carte, la règle de la carte, et donc du coup, on va se tromper, faire une erreur de jeu qui aura peut-être aussi enfin, qui rendra le jeu enfin, différent dans son déroulement, puisque ben, on va peut-être faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire ou inversement. Voilà, ben, moi je pense que ça, ce sont des choses qui sont importantes, et c'est pour ça que je disais que je parlais de discipline, parce que c'est vrai que quand on est pris dans l'engouement du jeu, dans le scénario, on veut savoir ce qui va se passer, on a envie de tirer les cartes de son deck pour ça, parce qu'on a besoin d'une carte, elle nous manque, elle nous fait défaut, et bien parfois ce genre de précipitation, de je sais pas, je sais pas, je n'ai pas le mot qui me vient à l'esprit, mais voilà, peut-être vous comprenez ce que je veux dire. Ben, cet état mental, en fait, ça fait que ben, on va passer à côté de quelque chose, on va oublier quelque chose,
où on va mal interpréter un texte. Donc, et après, ben, c'est dommage parce que parfois ça amènera justement à faire les retours en arrière dont je parlais avant. Et ben, voilà, et c'est toujours un peu compliqué et c'est dommage, quoi. Ça peut être frustrant aussi parce que ben, si on a oublié un truc, quelque chose et qu'on ne peut pas revenir en arrière, ben après on commence, on est un peu frustré, puis voilà, ça aide pas à apprécier le jeu dans ce qu'il peut proposer de meilleur. Voilà. Ensuite, je voulais évoquer deux petits regrets que j'ai sur le jeu. Je vous l'évoque pourquoi? Parce que c'est pas parce que je pense que les créateurs du jeu vont se pencher sur ce que j'ai à dire, ça certes pas, j'en suis persuadé. Mais par contre, c'était partagé avec vous pour voir si vous aviez à peu près le même sentiment que moi vis-à-vis de ça. Alors la première des choses, c'est les cartes signatures des personnages. On sait que dans le jeu, normalement, les cartes qu'on retrouve, on les trouve la plupart du temps, on a le droit en tout cas de les mettre en 2 exemplaires dans les decks des investigateurs. Ça, c'est pour les cartes, on va dire, communes, comme ces cartes-là. Voilà, on va pouvoir en mettre 2. Maintenant, bon, avec la dernière extension sortie à l'heure actuelle, les dévoreurs de rêves, une nouvelle règle intervient qui permet, avec des cartes myriades, d'en mettre, je crois, jusqu'à 3. Mais c'est une nouvelle règle. Mais jusque-là, on ne pouvait mettre que 2 cartes communes, ou associées à la classe de son personnage. En tout cas, on pourra mettre 2 maximum. Et ce qui me chagrine, c'est que les cartes qui symbolisent les personnages, qui sont emblématiques du personnage, comme par exemple ici le 38 spécial de Roland, son revolver, Roland étant un agent fédéral, eh bien, on ne l'a qu'en un seul exemplaire. Voilà. Donc je trouve ça quand même dommage parce que ben, justement, parfois sur des parties, sur même une campagne entière, on peut ne pas le tirer ou le tirer à des mauvais moments où on ne peut pas le jouer, ou enfin voilà, et donc du coup, c'est quand même dommage, je trouve, alors qu'on a la possibilité de tirer une autre arme ou un personnage unique, hein, qui est un personnage nommé unique, comme par exemple Léo De Luca ou Milan Christopher, pour ne nommer que les plus célèbres peut-être. Eh bien, ces personnages-là, pourtant, ils ont on peut mettre leurs 2 cartes dans le deck, et quand on les tire, ben, on va en jouer un, mais comme ils sont uniques, on ne va pas pouvoir jouer l'autre. Si on le tire dans sa main, ben, il sera obligé de rester dans sa main, ou on pourra le sacrifier, on pourra l'attribuer lors d'un test de compétence, éventuellement, mais on ne pourra pas le jouer, on ne pourra pas avoir 2 personnages d'un même nom, c'est un peu logique, hein, voilà. Et donc, dans le même état d'esprit, puisque la petite astérisque qu'on voit ici, sur le 38 de Roland, dit qu'il est unique. Ok, il est unique, mais rien n'empêchait d'avoir 2 cartes identiques dans le deck, pour justement on puisse sortir une carte plus emblématique, voilà, plus symbolique du personnage. Alors, bon, d'aucuns me diront, ouais, mais les cartes signatures des personnages sont souvent plus fortes que les cartes de base. Oui, certes, oui, mais c'est pas dans cet esprit-là, moi, que je trouvais qu'il en fallait plusieurs, hein. C'est plutôt dans l'esprit, voilà, d'être un peu plus en raccord avec le personnage, d'avoir un peu plus l'impression de jouer ce personnage-là. Voilà, à un moment donné. Bon, voilà. Après, il bénéficie aussi d'une carte faiblesse, hein. Là, ici, la carte faiblesse de Roland, effacer les traces. Donc ça, c'est une carte néfaste, hein, qui, quand on la tire, on n'est pas très content. Bien, bon, ben là, celle-là, je ne vais pas vous dire qu'il en faudrait 2 dans le deck, hein, parce que je pense que avec toutes les autres cartes faiblesses, notamment, là, on voit là une autre, hein, qui va avoir, au départ, il y en a une générique, on va dire une basique, et une donc spécifique, la sienne. Donc ça en fait 2, puis généralement, au fil des campagnes, il peut s'en rajouter d'autres. J'avoue que le jeu est suffisamment difficile et punitif pour qu'on n'en rajoute pas de ce côté-là. Enfin, bon, là. Mais par contre, là, j'ai un petit regret à ce niveau-là. Voilà pour ça, déjà. Et deuxième petit regret, ça va être les cartes, sur les cartes investigateurs, en fait, alors, je vais essayer de vous montrer, là, voilà. Il y a le signe des anciens, que vous voyez
ici, là, voilà, là, l'espèce de petite étoile, le signe des anciens, donc, qui dit là, +1 pour chaque indice dans votre lieu. Donc, ben, ce signe des anciens, alors là, je vais surtout m'adresser finalement aux joueurs expérimentés. Eh bien, il y a des signes des anciens qui ont des effets bénéfiques immédiats, comme par exemple, ben, vous allez gagner une ressource, ou autre, hein. Enfin, vous allez gagner quelque chose, il va se passer quelque chose immédiatement, vous allez pouvoir faire quelque chose immédiatement. Tandis que ça, les effets qui influent simplement sur le tirage du jeton, ben, je trouve ça complètement anecdotique parce que le jeton, il n'y en a qu'un présent sur 15 à 20. Donc le tirer, ça va être anecdotique déjà. Donc bon, on le tire, on a eu un petit peu de chance, on va tirer, on va prendre une ressource supplémentaire avec un personnage où on va avoir un bénéfice quelconque. Ok, on va piocher une carte ou je ne sais quoi. Donc ça, oui, ça c'est bon, voilà, on a eu un petit peu de chance, on a un bénéfice là. Là, ça nous dit simplement, vous avez un bonus plus important. Or, généralement, quand on fait des tests dans ce jeu, je dis bien généralement, on s'arrange toujours pour que le test réussisse, même si on tire un jeton négatif. Donc le fait que le signe des anciens soit positif, ben, et même très positif, puisque pour chaque indice, donc s'il y a beaucoup d'indices, on pourrait monter à des chiffres faramineux, ben, ça n'a, pour ainsi dire, aucune influence, enfin non, ça n'a aucune influence sur le jeu, à part dans certains très rares cas, mais bon, ils sont tellement rares que c'est, encore une fois, c'est anecdotique. Donc, ce genre de signes des anciens, enfin de règles de signes des anciens qui dit que on a +1 pour ci, +1 pour ça, ou, enfin, là, je trouve honnêtement que c'est, ouais, inintéressant. Et c'est dommage, parce que du coup, ouais, bon, il y aurait pu y avoir une harmonisation à ce niveau-là pour tous les personnages, de manière à ce que les signes des anciens, vu qu'on les tire pas si souvent que ça, ils sont rares dans le sac, dans le fameux sac, hein, voilà, il est là, il est rare, hein, il est au milieu des 15-20 jetons. Donc, ben, qu'il y ait un autre effet un peu plus significatif que simplement un bonus qui, de toute façon, enfin, nous fera réussir le test en règle générale, quoi. Bon, voilà. Enfin, je pense, je suis pas peut-être pas très clair pour en tout cas pour les novices, je suis peut-être pas très clair, mais pour les personnes expérimentées, je pense ils comprendront ce que je veux dire. Voilà les petites choses que je voulais dire, que je trouvais dommage un petit peu sur le jeu. Et puis maintenant, ben, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Alors, par où commencer? Bon, ben, déjà, vous voyez, j'ai acquis des sortes de supports, ouais, des présentoirs pour les personnages. Ça me permet de mettre les ressources. Voilà, moi je procède comme ça. J'ai des ressources, j'ai acheté ce sont des jetons FFG. euh, voilà, parce effectivement on les voit plutôt pas mal. Ils se distinguent bien sur le jeu, enfin sur le plateau de jeu. Donc j'utilise généralement ceux qui sont dorés pour représenter 3 ressources et les argentés pour représenter une ressource. Parce qu'en fait, je me suis j'ai acquis plusieurs, plusieurs autres jetons, hein, voilà, vous voyez. Donc les verts, je m'en sers pour les indices qu'on place sur les lieux, notamment, et puis qu'après qu'on récupère, voilà, comme ceci. Moi, je les mets sur l'investigateur. Les bleus, ben, comme la santé mentale est bleue, je les mets ici pour simuler les horreurs que le personnage reçoit. Et de même, les rouges, ben, je les utilise pour les blessures, parce que la santé, les points de vie, entre guillemets, sont rouges. Donc voilà, je les mets là pour du même côté. Ensuite, j'utilise des petits supports comme ça, donc de couleurs qui vont avec les classes, hein, puisqu'il y a différentes classes qui sont représentées par différentes couleurs. Et puis aussi d'autres ici pour les adversaires, les ennemis, ce genre de choses. Donc voilà, ça fait que je les mets comme ça me permet d'avoir les personnages debout sur les lieux. Moi je trouve que c'est plus pratique pour les attraper, pour les déplacer. Voilà. Après, c'est une question de goût. Donc j'utilise aussi ce genre de jetons là que j'ai donc
Donc ça, je le rappelle, c'est des créateurs dont le pseudo est Buy the Same Token. Donc j'ai découvert ça sur le site Etsy grâce à Largo qui a présenté le matériel et j'ai pu voir et aller en acheter. Donc du coup j'ai acheté aussi d'ailleurs sur ce même site des jetons comme ceci qui permettent de faire un compte des actions des personnages. Ça permet d'aider, je vais en reparler, mais bon, c'est parce que Largo les a acquis récemment, moi j'ai vu, ils les avaient pas acquis jusque-là, mais ils viennent de les acquérir et de les présenter. Moi j'ai pris aussi des jetons munitions, comme ça, qui sont réversibles avec hop, pardon, hop, un petit 3. Alors ça, c'est moyennement pratique, on va dire. Voilà, j'ai pareil pour les arcanes. Je trouve que c'est joli, c'est agréable, mais c'est moyennement pratique et j'ai donc conseillé, enfin, entre guillemets, j'ai fait une petite remarque aux gens qui le créent, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'ils ont d'autres jetons pour les secrets, pour les ressources, je crois, enfin, je suis plus très sûr de pourquoi. Pour les secrets, c'est sûr. Pour les premiers secours aussi, je crois, qui sont en 1 et 2. Notamment, d'ailleurs, il y a ces jetons-là, qui sont des jetons fatalité que j'utilise. J'ai vu que Largo a dit que lui, de son côté, il pensait pas les utiliser parce qu'il les trouve pas visibles. Moi, de mon côté, je les trouve pratiques. Voilà, parce que bon, il s'insère bien le compartiment qui est à cet effet. Et en plus de ça, on peut les retourner. Et il y a un petit 2 qui dit qu'on en a deux, ça fait une petite économie. Donc moi j'aime bien le 1-2, effectivement, je trouve ça plus pratique. Euh, le 1-2, et donc effectivement j'ai conseillé, j'ai dit que ce serait bien qu'il fasse des jetons comme ça, munitions ou arcanes ou autres, en 1 et 2, parce que c'est vraiment plus pratique. Et d'ailleurs ils en ont convenu puisqu'ils m'ont répondu que c'était dans leur projet. Donc c'est voilà, c'est très intéressant et à voir à l'avenir. Pour ceux qui sont intéressés, vous verrez ça sur donc Buy the Same Token sur le site Etsy qui présente divers artisans. Vous avez trouvé d'autres créateurs qui ont fait plein d'autres choses pour ce jeu et pour d'autres jeux d'ailleurs. Donc j'ai aussi les présentoirs. Donc là, bon, j'avais montré pardon, les liens qui permettent de lier les lieux. Donc on a une face à double sens, une face à simple sens. Donc ça c'est pratique. Voilà. Moi, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, du noir et argent. Alors, bien sûr, c'est en anglais. Hein, bon, c'est pas gênant hein, pour ce qu'il y a écrit. Hein, ça va pas. Donc, agenda pour intrigue et puis acte pour acte. Hein, sauf ça, il n'y a pas le E, c'est tout. Encounter pour rencontre et encounter discard pour la défausse des cartes rencontres. Voilà, il y a des présentoirs. Bon, ça, c'est sûr que tout ceci, c'est pas donné. Hein, ça fait dépenser pas mal d'euros, mais c'est un choix. Voilà. Bon. Euh, de mon côté, pareil, là, j'utilise des protections parce qu'effectivement, les jetons FFG sont de bonne qualité, mais à force de les manipuler, malheureusement, c'est quand même que du carton. Hein, ça s'abîme, quoi. Donc des petites protections plastiques, des protections voilà pour les normalement qui servent aux pièces de monnaie, voilà. Je crois qu'on dit c'est les numismates, il me semble, mais j'espère ne pas dire de bêtises. Donc qui collectionnent les pièces de monnaie. Donc voilà, donc moi je me sers aussi de ça. Ben, vous avez vu par contre il y a aussi le sac, hein, bon un sac qui est pratique. Bon, ça aussi, ça se trouve après, ou ça se fabrique, ou après on prend ce qu'on veut pour piocher les jetons. Voilà. Sinon, après, vous voyez aussi ces présentoirs en bois, parce que moi j'aime bien avoir les cartes positionnées comme ceci. Bon là, celle-là normalement elle va pas là, mais voilà, vous comprenez le principe. Hein, voilà, moi je préfère plutôt que de les tenir en main, vu que je joue en plus deux personnages, c'est pas pratique. Je pourrais aussi les étaler là, mais vous voyez, ça c'est plutôt mon aire de jeu. Enfin, parfois c'est un peu compliqué. Donc voilà pourquoi je préfère mettre ça en hauteur. Alors je sais pas si ce sera très visible à la vidéo, mais bon, de toute façon c'est assez pris d'assez loin dans tous les cas de figure. On ne voit pas extrêmement bien. J'ai pas trop la possibilité de faire des zooms, c'est pas, enfin, voilà, hein, je suis pas un technicien expert de la vidéo, donc bon, j'essaierai autant que faire se peut
de présenter les cartes comme ceci pour que vous puissiez voir le mieux la carte dans certains cas. Voilà, après, ben, au niveau du matériel, si, ben, je vais terminer avec les tapis hein, sur lesquels vous pouvez voir. Donc ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, ce sont des tapis qui sont vendus par la boîte qui fait le jeu, donc Fantasy Flight Games, FFG. Ils sont pas faciles à trouver. Ils valent chaque pièce dans les 25 euros. Bon là, j'en ai deux. J'ai pris celui qui a une teinte bleue pour jouer le gardien. Bon, il y en a que 4. Il y a 5 classes. Ça correspond pas. Hein, vous inquiétez pas, c'est un peu moi qui fait ça. Là, le rouge pour le survivant, puisque les cartes sont rouges. D'ailleurs, à propos des cartes, ben, j'utilise moi des cartes voilà, comme ceci, hein, avec des dos de couleur. Je les repère plus facilement. Moi, je préfère ça. Je trouve ça plus direct à la vue, quoi, à la vision. Et ben, j'ai acquis les deux autres tapis aussi. Et en fond, là, c'est Largo qui m'a inspiré, pardon, ça sur montapis-de-jeu.com, un site où on peut faire son tapis à partir d'une image qu'on leur fournit avec les tailles dont on a besoin. Donc, par contre, bien évidemment, encore une fois, c'est un coût assez onéreux. Moi, ce tapis-là, là, que vous voyez, moi, c'est celui qui m'a plu, là, avec Tulu et le pauvre petit investigateur, là, on imagine, qui vient soit de le réveiller, soit de tomber face à lui. Il est pas bien, le pauvre, à mon avis. Et bien, en fait, ce tapis-là, bon, moi, il m'a séduit, et donc, il m'est revenu à une centaine d'euros. Voilà. Donc, c'est une taille de 1,70 m sur 95 cm, je crois. Voilà. Donc, j'en avais besoin pour ma table. Voilà pourquoi. Donc, ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur le matériel et puis sur les petites choses que je voulais vous parler par rapport au jeu. Donc, ben, maintenant, on se retrouvera avec la présentation des investigateurs. À plus tard.